Alors, rebonjour pour un nouvel épisode de la Philo qui gratte. Aujourd'hui, j'ai décidé d'initier une nouvelle série où on va s'intéresser aux philosophes. On va non plus travailler par thème, mais par philosophe. Et je vais commencer par mon philosophe préféré, on pourrait dire, qui est Baruch Spinoza, qui est un philosophe hollandais du XVIIe. Alors pourquoi? Bien, par rapport au nom de la chaîne, la philo qui gratte. Certains élèves m'ont demandé mais pourquoi la philo qui gratte? Ah, quand ça gratte, c'est que ça dérange un peu, c'est que ça démange un peu. Et je pense que pour commencer cette série, Spinoza, c'est vraiment le genre de philosophe qui peut déranger énormément. Alors, il m'a fallu choisir dans tout ce qu'a fait Spinoza des idées, parce qu'il en a eu beaucoup, et beaucoup de dérangeantes, beaucoup qui grattaient. Et on va aller crescendo, j'en ai choisi, alors je ne sais pas trop le terme choisi, tout le monde le sait, mais j'ai choisi 3 idées. La première, c'est une idée qui concerne directement la religion, c'est-à-dire ce qu'il a dit sur la Bible et sur les prophètes. La seconde, c'est ce qu'il raconte sur le bien et le mal. Et la troisième, c'est ce qu'il raconte sur le libre arbitre, autrement dit sur la liberté. Alors, la première, j'irai assez vite, c'est celle qui concerne la Bible. Alors, c'est pas la plus importante, mais il faut savoir qu'au XVIIe, on est encore dans une époque très religieuse, et on est dans une époque qui révère la Bible, c'est-à-dire qu'il lui accorde énormément d'importance, et on est toujours dans ce qu'on appelle une approche littéraliste de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que la Bible comme texte sacré, ayant été révélée par Dieu, la parole qui est présentée dans la Bible doit être lue telle qu'elle, doit être prise exactement pour ce qu'elle est. Dieu n'a pas pu mentir, donc il est hors de question de commencer à changer des propos qui seraient dans la Bible, et surtout, il est hors de question de pouvoir penser que la Bible est quelque chose de symbolique, en disant que certaines paroles doivent être prises avec un sens symbolique, que certaines paroles doivent être interprétées, etc. Et Spinoza, l'air de rien, remet ça en question. Alors, pourquoi il remet ça en question? Parce que c'est vraiment un spécialiste de la Bible, et en ayant lu tous les différents livres de la Bible, il s'aperçoit qu'il y a énormément de contradictions, donc il se dit, il y a un problème. Si on veut vraiment dire que la Bible a été révélée, ça voudrait dire que Dieu a révélé des contradictions, ce qui n'est pas possible. Donc, peut-être qu'on pourrait imaginer solutionner ce problème en disant que tout simplement un sens symbolique est possible. Et c'est pour ça qu'il s'attaque aux prophètes en disant, si on compare les écrits des prophètes, il y a énormément de contradictions, donc les prophètes n'ont pas peut-être eu un accès direct à Dieu, mais c'est ce qu'ose dire Spinoza, ils ont peut-être tout simplement imaginé beaucoup de choses, donc il dit que ce sont des gens avec une imagination délirante, et qu'il ne faut surtout pas les prendre trop au sérieux, parce qu'effectivement, on revient là-dessus, on retombe sur des contradictions innombrables. Donc, distance avec les prophètes, avec l'espèce de respect qu'on avait pour eux, et distance avec le sens littéral de la Bible, qui doit être, mais allons-y franchement, interprété. Bon, voilà le premier point qui vous donne un peu une image du personnage. Nous sommes au XVIIe siècle. Il va aller encore plus loin, il va taper beaucoup plus fort avec ce qu'il va dire sur le bien et sur le mal. Autrement dit, il s'attaque à ce qu'on appelle la morale. La morale du XVIIe, c'est une morale absolutiste. C'est-à-dire qu'on a une conception du bien et du mal comme étant des valeurs absolues. Le bien, c'est le bien, toujours et partout. Le mal, c'est le mal, toujours et partout. Pourquoi? Bingo, ces valeurs émanant de Dieu, Dieu ne s'amuse pas avec les valeurs, il ne s'amuse pas à créer un jour un bien qu'il va changer le lendemain, il ne s'amuse pas à créer un mal
qui serait mal uniquement pour une partie de la Terre et pas pour l'autre. Hein, il a décrété des choses qui représentent le bien, il a décrété des choses qui représentent le mal. C'est ça que dans l'Ancien Testament, nous avons les commandements qui disent clairement, par exemple, que le vol partout, toujours, est mauvais. Bon. Qui dit que l'adultère, partout, toujours, pour n'importe qui, est mauvais, etc., etc. Et Spinoza va s'attaquer à ce problème-là alors pour comprendre son idée du bien animal, il faut comprendre ce qu'il raconte sur le conatus. Le conatus, chez Spinoza, c'est ce désir qu'il y a dans tout être vivant, pas du tout que chez l'homme. Il y a un désir de vivre, il y a une propension à la vie, et cette propension à la vie, cette tendance à vivre, elle s'actualise dans tout être vivant en tant qu'une tendance à acquérir le plus de vie possible, hein, à progresser le plus possible et à persévérer dans son être le plus possible. Or, qu'est-ce qui nous donne l'impression vraiment de vivre? En gros, c'est ça chez Spinoza. Qu'est-ce qui nous donne vraiment l'impression de vivre? C'est tout ce qui va nourrir ce conatus. Plus on va nourrir ce conatus, plus on va avoir l'impression d'exister, mieux on va se sentir, moins on va ressentir de stress, etc. etc. Et donc, selon Spinoza, cette tendance qui est inscrite dans chaque être vivant, qui est plutôt, on pourrait dire, une notion physiologique, comme on disait avant, elle va donc diriger chaque être vivant vers ce qui va nourrir son conatus, normal, puisque c'est ce qui va nous rendre plus vivants, ce qui va nous donner l'impression d'être plus vivants, de vivre de façon plus intense, plus profonde, etc., et mieux. Et elle va nous éloigner, nous faire fuir, tout ce qui va amoindrir ce conatus. C'est-à-dire toutes les choses, personnes, lieux, sons, nourriture, etc., etc., toutes ces choses qui vont amoindrir notre conatus, qui vont nous faire nous sentir mal, nous déranger, nous stresser, nous énerver. C'est comme ça que Spinoza explique notre comportement global, qui n'est pas toujours conscient, plus ou moins. On sait très bien que si on n'a pas de plaisir à voir telle personne, on ne va pas aller la voir. Et si on a un immense plaisir à se trouver dans tel lieu, on va plutôt avoir tendance à y aller. Bon. Alors, donc c'est plus ou moins conscient, mais de toute façon, ça explique complètement notre comportement. Et c'est sur ça, sur cette tendance, que vont s'indexer les anciens bien et mal, mais bien entendu, ça ne va plus être du tout un bien et un mal immuable et universel. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est pour ça que le terme change. Ça va devenir un bon et un mauvais pour chaque être en question. Autrement dit, il faut arrêter de penser qu'il y a un bien et un mal pour, par exemple, si on s'intéresse aux humains, pour tous les êtres humains. Ce qu'il y a, c'est pour chaque individu humain, en fonction de son conatus, l'individu X va considérer que ce qui est bien, ou ce qui est bon pour lui, pardon, ce qui est bon pour lui, et non plus ce qui est bien, ce qui est bon pour lui, c'est ce qui va nourrir son conatus. Et ce qui est mauvais pour lui, c'est ce qui amoindrit son conatus. Mais ça peut être très différent avec l'individu Y. C'est pour ça qu'il n'y a plus de bien et de mal universel. Pour l'individu Y, ce qui semblait bon à l'individu X, ça marche peut-être pas du tout. Ça amoindrit peut-être son conatus. Donc pour lui, ce qui était bon pour l'autre va devenir mauvais, etc., etc. Donc on a ce qu'on appelle une relativisation du bien et du mal, et une déclinaison du bon et du mauvais selon chaque individu, selon comment chaque individu est constitué à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire par son conatus. Voilà. On pourrait dire, un barbarisme, mais une physiologisation du bien et du mal. Le bien et du mal disparaissent, et ce qui advient, c'est un bon et un mauvais physiologique, un bon et un mauvais inscrit en chaque individu. Voilà. Voilà deux des, je trouve, idées phares de Spinoza, et qui sont incroyablement nouvelles,
à son époque, et même encore aujourd'hui. Hein, on a encore aujourd'hui l'idée du bien et du mal. Si on lit Spinoza, on s'aperçoit que cette représentation du bien et du mal pose problème. Voilà, je m'arrête là pour là, parce que le troisième point, c'est le plus intéressant et celui qui gratte le plus, c'est le problème de la liberté sous les auspices du libre arbitre. Donc ça, je vous dis à plus tard.